Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo hypersensible et fière de l'être. Je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles et également dans l'accompagnement des personnes surdouées. Et j'ai observé que nous avions cela en commun, d'avoir une difficulté finalement à avoir vraiment confiance en nous et aussi à nous estimer, à surmonter aussi parfois certaines blessures. Donc voilà pourquoi j'ai pensé que c'était vraiment important de parler de ce sujet en particulier. Alors qui suis-je? Moi-même, je suis donc une hypersensible et une passionnée. J'ai fait pour cette raison-là une première formation en sciences parce que depuis que j'étais toute petite, je me posais énormément de questions, je voulais toujours savoir pourquoi, comment, enfin pourquoi l'eau bouillait, pourquoi il y avait des nuages, pourquoi les éclairs, etc. Je me souviens que j'avais des questions plein la tête et j'étais vraiment passionnée par les sciences et ces études-là m'ont vraiment beaucoup apporté. Une fois que je suis sortie de la filière estudiantine et que j'ai commencé à travailler, j'ai ressenti le besoin de faire un travail sur moi-même parce que je me sentais mal adaptée au monde, on va dire. Je souffrais beaucoup en tous les cas, je comprenais pas pourquoi c'était aussi difficile pour moi alors que ça paraissait tellement simple pour les autres. Même si d'apparence, j'avais énormément de succès, même si apparemment d'apparence, je paraissais insensible à l'intérieur, c'était souvent extrêmement conflictuel. Donc 10 ans de psychanalyse que je conseille pas forcément aux personnes hypersensibles, parce que pendant ces 10 ans, moi, le but en fait, c'était d'arriver à guérir toutes mes blessures pour enfin être comme tout le monde. Et c'est que beaucoup plus tard que j'ai réalisé que, enfin, finalement, je serai jamais comme tout le monde. Et c'était très bien comme ça. Donc à la suite de ça, j'ai fait des thérapies en EMDR, en hypnose, qui sont des thérapies bien mieux adaptées aux personnes hypersensibles. Ça m'a aussi donné envie de moi-même me former pour devenir thérapeute. Alors j'ai pas mal tâtonné, j'ai fait d'abord une formation coaching, ensuite diverses thérapies jusqu'à découvrir l'hypnose qui fait vraiment une relation dans ma vie. Alors comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai énormément travaillé sur moi-même, enfin je me suis posé 1000 questions dans tous les sens, j'ai essayé de travailler sur tous mes transferts, mon passé, mon présent, etc., essayer de comprendre pourquoi. Voilà, c'était énormément de questions, énormément de culpabilité pour finalement me rendre compte un jour, un petit peu par un concours de circonstances, que l'hypersensibilité, ça s'attrape pas à cause des blessures de l'enfance, mais qu'on est hypersensible, que c'est avant tout neurobiologique et que c'est vrai que ça change la perception du monde, que ça peut changer aussi la façon qu'on a de surmonter certaines épreuves et certaines blessures, évidemment, mais à la base, on est de toute façon déjà différent. Alors vous trouverez plus d'infos sur moi, mon parcours ou les thérapies que je pratique sur mon site internet www.méditation-hypnose.ch. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet, l'hypersensibilité et plus spécifiquement développer son estime de soi quand on est hypersensible. Alors, chaque fois que je fais une conférence ou que je mets une vidéo en ligne, j'insiste sur le fait que je présente des grandes lignes, des généralités, et ce que je vois le plus souvent en cabinet, mais évidemment on est tous uniques. Vous n'allez pas forcément vous reconnaître dans tout, et l'idée c'est de prendre simplement ce qui fait un sens pour vous et ce qui vous parle. Alors, évidemment on est tous uniques, mais on va dire que on se reconnaît en général dans les exemples suivants. Donc les personnes hypersensibles, ce qu'elles disent le plus souvent d'elles-mêmes, c'est qu'elles sont empathiques et émotives. Alors évidemment, en général, elles en souffrent parce qu'elles ne savent pas gérer cette empathie, elles ne savent pas gérer cette hyper-émotivité, et puis ça rend leur vie compliquée. Mais dans les points super positifs, il y a l'intuition, la créativité, et puis bien sûr l'imagination. Tout ça, c'est lié aussi au fonctionnement cerveau droit. On verra encore plus précisément tout à l'heure ce que ça veut dire, mais je dirais qu'en ce qui concerne vraiment les aspects neurobiologiques, j'en ai plus parlé dans une vidéo précédente qui s'appelle l'hypersensibilité du fardeau cadeau, que je vous invite à voir sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore vue.
Les personnes hypersensibles ont une qualité d'intelligence différente, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'elles sont plus intelligentes, même si c'est ce qui est souvent partagé, en tout cas pour la douance, mais c'est surtout une intelligence qui fonctionne différemment. Et puis, justement, le fait que les personnes hypersensibles sont essentiellement des cerveaux droits ou fonctionnent préférentiellement sur leur hémisphère droit fait qu'elles ont une intelligence tout à fait, ou une forme de pensée tout à fait originale en association d'idées. Voilà, elles arrivent à transposer des idées, des aspects, etc. Et aussi, elles arrivent à penser extrêmement vite. Et souvent d'ailleurs elles pensent trop, ce qui est anxiogène, et ce qui est souvent d'ailleurs le problème des personnes hypersensibles, c'est qu'elles souffrent d'anxiété, elles ne peuvent pas arrêter leur cerveau, du coup elles ne peuvent plus dormir, etc. Souvent les personnes hypersensibles sont extrêmement exigeantes et consciencieuses, et ça tourne parfois vers un perfectionnisme qui vraiment les fait souffrir, parce que c'est jamais suffisamment bien. Elles peuvent aussi parfois être très exigeantes avec leur entourage, surtout si elles ne savent pas qu'elles ont une forme de pensée différente, elles attendent, ou elles s'attendent à ce que tout le monde pense comme elles, et surtout aussi vite qu'elles, et elles peuvent devenir très exigeantes et pas comprendre que pour une autre personne, c'est plus difficile certains aspects ou certaines formes de pensée. Dans les points positifs, il y a aussi la détermination, ça peut aller jusqu'à l'obstination parfois, hein, c'est-à-dire une difficulté à lâcher prise, une difficulté à prendre acte de la réalité et à lâcher quand c'est nécessaire. Enfin, voilà, il y a aussi une grande persévérance qui reste, à mon avis, principalement un atout. En général, les personnes hypersensibles adorent se poser des questions sur elles, se remettre en cause, essayer de comprendre, essayer de prendre soin des autres, essayer de comprendre ce qui s'est passé quand il y a un couac, etc. Et c'est bien sûr positif hein, de se remettre en question, mais ça peut aller jusqu'au doute permanent d'elle-même et jusqu'à justement de grandes failles narcissiques, une très grande difficulté à avoir confiance en elles, toujours croire que c'est de leur faute, etc. Donc voilà, ça, comme tout, c'est souvent une question d'équilibre, hein, donc certains aspects sont positifs a priori, mais si c'est pris à l'extrême, et la personne est hypersensible, si elle n'est pas consciente de son mécanisme, ou on va dire de sa dynamique, ça peut devenir vraiment, vraiment douloureux. Les personnes hypersensibles ont tout un système nerveux qui fonctionne différemment, qui est beaucoup plus efficace. Encore une fois, j'en parle plus précisément dans l'hypersensibilité du fardeau cadeau, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais ça fait que souvent, aussi lié d'ailleurs à leur grande empathie, à leur émotivité, elles ont besoin de solitude pour tout simplement pour se reposer, pour pas avoir besoin de prendre soin de quelqu'un d'autre ou de ne pas être disponible pour quelqu'un d'autre, parce qu'elles se mettent très très souvent à la disposition d'autres personnes sans arriver à dire non, là, c'est pas ok pour moi, j'ai pas envie, ou c'est pas le moment, etc. Très difficile pour elles de dire non. Alors, il y a un besoin de solitude, et parfois, en fonction de certaines blessures, il peut aussi y avoir une dérive vers la dépendance affective et justement une incapacité à être seule parce que il y a trop d'anxiété. Voilà. Donc ça dépend un petit peu. Certaines personnes vont s'isoler et d'autres personnes vont justement pas supporter la solitude, mais finalement, tout ça, je dirais que c'est la variation d'un même thème, c'est lié aussi un peu à l'anxiété. Et difficulté à gérer aussi un peu les interactions sociales. Quand on est hypersensible, en général, on a toujours le sentiment qu'on vient d'une autre planète, qu'on est un extraterrestre. Et ça, c'est perçu inconsciemment, je dirais, depuis le plus jeune âge. Même si la personne ne sait pas qu'elle est hypersensible, ne sait pas qu'elle pense différemment, elle se rend compte quelque part qu'elle est décalée et très tôt, elle a l'impression que voilà, elle n'est pas comme tout le monde. Et d'ailleurs, en fait, elle a raison. Et il y a aussi cette envie de vivre dans le monde merveilleux des bisounours, que tout le monde soit bien, que tout le monde soit heureux, de prendre soin des autres. Et voilà, pas de conflit, on fait, voilà. Et aussi, des fois, ça tourne un peu vers l'idéalisme et l'illusion, hein, c'est-à-dire qu'une personne hypersensible, si elle ne sait pas qu'elle est différente, elle va s'attendre ou croire que tout le monde est comme elle va être souvent déçue par le monde, et ça peut même générer de grands états dépressifs hein, chez des personnes qui sont en profonde rébellion contre le monde et qui
qui sont vraiment blessés, je dirais, par le monde. Et puis ce sentiment d'être le vilain petit canard. Alors ça peut déjà commencer à l'école primaire, je dirais, hein, où certaines personnes hypersensibles se sentent tellement décalées. Et puis parfois aussi, elles sont un peu rejetées par leurs camarades, parce que, en tout cas pour les personnes qui présentent vraiment un profil surdoué, d'enfants précoces, intellectuellement, ils sont plus en avance que les enfants de leur âge, donc ils sont assez mal compris, et émotionnellement, finalement, assez en retard, parce qu'ils gèrent mal leurs émotions, et ça peut créer parfois vraiment une difficulté à s'intégrer socialement. Et voilà, moi j'adorais ce conte quand j'étais petite, Le vilain petit canard, et j'ai compris qu'il y a quelques années pourquoi j'avais tellement aimé ce conte. Alors, évidemment, c'est clair que le vilain petit canard, il est tout seul, hein, et puis que, ben voilà, ça fait aussi partie des difficultés de la personne hypersensible, de gérer cette différence, cet isolement, cette solitude. Et puis je dirais que pour être heureux en tant qu'hypersensible, il faut vraiment assumer pleinement le fait que finalement on n'est pas un canard et qu'on ne le sera jamais. Pour peut-être aussi nous permettre de simplement entrer en relation avec les canards là où ils sont, en partant de là où on est, sans avoir d'attendre que lui devienne comme nous ou que nous devenions comme lui. Et puis je dirais aussi, ça permet de mieux reconnaître les autres signes pour pouvoir partager avec des personnes qui nous comprennent vraiment. Et voilà, c'est comme tout dans la vie, hein, je dirais qu'il y a toujours deux faces, deux côtés à une même médaille. Donc être hypersensible, ça peut être une grande source de souffrance, mais ça peut aussi être vraiment magnifique, parce que l'hypersensibilité ou la haute sensibilité, ça permet aussi finalement de vivre la vie de façon intense, de vivre de grandes joies, de grands bonheurs, d'être très connecté au niveau spirituel, d'avoir de grandes valeurs, de vraiment avoir envie d'avoir des relations profondes et authentiques. Et ça, je dois dire que ça reste quand même un magnifique cadeau, pour autant évidemment qu'on apprenne à gérer ce cerveau qui parfois s'emballe et génère beaucoup d'anxiété. Alors, j'en parlais déjà un petit peu dans la vidéo précédente. Quel est le défi du soi hypersensible pour atteindre le Graal, hein, finalement, c'est un petit peu d'abord de se comprendre, de comprendre déjà qu'on n'est pas comme tout le monde, de comprendre ce que ça veut dire et pourquoi, et quelles sont alors les spécificités de notre fonctionnement. Et ça soulage déjà énormément la plupart des personnes qui arrivent dans mon cabinet et qui n'ont jamais pris conscience qu'elles étaient hypersensibles. Le moment où elles comprennent d'où ça vient, elles ressentent vraiment un très grand soulagement. Mais je dirais que ça ne suffit pas, hein, parce qu'on peut comprendre qu'on est différent sans s'accepter en tant que personne différente et en étant finalement dans la souffrance de ne pas arriver à être comme tout le monde. Donc se comprendre, ça ne suffit pas, il faut aller à l'étape d'après, qui est vraiment de pleinement prendre acte de ce que ça veut dire, de s'accepter totalement en tant que cygne au milieu d'une bande de canards. Et puis après, eh bien, il y a encore une étape supplémentaire, c'est-à-dire de pleinement tirer parti de cette différence, et puis de complètement cesser d'essayer d'être comme tout le monde, puis d'assumer le fait que finalement, on sera toujours original, on sera toujours peut-être avec un mode de pensée différent, et que c'est pas la peine de vouloir avoir une vie comme tout le monde, bien cadrée, la maison, la barrière blanche, le Touran, le chien, etc. Vous allez avoir probablement une vie qui sera différente, des centres d'intérêt qui sont différents, et pas non plus les mêmes priorités. Je dirais que c'est vraiment très bien comme ça. Je crois que c'est aussi les personnes vraiment originales, avec de grandes valeurs, qui ont changé le monde. Par exemple, Gandhi, Jésus, Martin Luther King, c'était toutes des personnes qui, certainement, avaient tout réalisé depuis le début qu'elles étaient différentes. Et puis elles ont totalement assumé ça, totalement assumé leur rôle, et elles en ont, je dirais, profité et fait profiter beaucoup de monde. Donc, justement, hein, la personne, comme je disais, elle a souvent une perception assez inconsciente d'être différente, ce qui génère parfois pas mal de culpabilité, surtout si elle ne sait pas
qu'elle est différente depuis un aspect déjà qui est neurobiologique, donc qui fait partie de son cerveau. Et du coup, elle va parfois même partir dans la suradaptation ou le faux self. On dit ça en psychanalyse, donc une personne qui porte un masque, qui se nie totalement, qui nie ses émotions, qui nie son ressenti, et qui essaie finalement, qui fait de son mieux pour essayer de comprendre comment il faut faire pour être comme tout le monde. Et ça conduit à la longue à la dépression, de la tristesse, un sentiment de vide, et aussi le sentiment qu'on n'est jamais compris, parce que c'est surtout soi-même qui ne nous comprenons pas. Hein. On ne comprend pas pourquoi on a ces réactions si fortes, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas faire comme tout le monde, on ne comprend pas pourquoi il y a des choses qui nous choquent nous alors que ça paraît normal pour les autres, etc. Et ça peut, encore une fois, conduire à un sentiment d'isolement assez profond. Et puis voilà, malheureusement, des fois, ça arrive que la personne, elle s'enferme dans une carapace de piquant, hein, de par ses blessures. Elle perçoit aussi parfois le monde comme étant brutal, comme étant violent. Et du coup, elle finit par se refermer, alors qu'on sait tous très bien qu'à l'intérieur, ce petit hérisson, il est vraiment très très chou. Alors voilà, je parlais de comprendre ce que ça veut dire. C'est déjà de partir du principe qu'on est né hypersensible et qu'on va jamais rien pouvoir y changer et qu'on n'a pas fait exprès, et que personne ne fait exprès, voilà. Ça fait partie des choses qui sont comme la couleur des cheveux, comme la couleur des yeux, qui sont définies au niveau génétique. Ça concerne quand même 10 à 20% de la population, hein, donc vous n'êtes pas non plus tout seul. Il y a quand même au moins une personne sur 10, voire 2 personnes sur 10 que vous rencontrez qui présentent, on va dire, ce même type de conception du monde. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau neurobiologique? Alors bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, parce que de toute façon, je ne suis pas neurologue ou neurochirurgienne, mais en tous les cas, il faut savoir qu'il y a plus de connexions neuronales déjà, ce qui fait que, encore une fois, hein, le système nerveux est très efficace, il y a beaucoup de stimuli, donc pour un même on va dire, élément, la réponse d'une personne hypersensible est beaucoup plus grande. Ça veut dire qu'elle a des émotions qui sont plus importantes pour une même situation. Ça peut aussi être au niveau des 5 sens, donc elle perçoit de manière plus forte les odeurs, difficulté avec par exemple la lumière, elle ressent plus fort la douleur, plus forte au stress aussi. Donc voilà, vraiment, ça aussi, ça commence déjà, il semblerait que selon les dernières études actuellement, ils appellent ça la théorie du monde intense, hein. Il semblerait que les premières modifications cérébrales interviennent déjà à la 28e semaine de grossesse. Et alors, contrairement à l'idée reçue, surtout en psychanalyse depuis des années, ça n'a rien à voir avec l'amour ou le non-amour, la présence ou la non-présence de la mère, enfin, etc. C'est vraiment défini déjà au niveau génétique, même si on ne connaît pas encore très très bien l'impact de certains gènes, de pourquoi chez une personne ce gène-là va conduire à l'hypersensibilité, d'autres fois pas. De toute façon, c'est un spectre, hein. Parce que même si on fonctionne préférentiellement sur l'hémisphère droit, bien sûr qu'on n'est jamais uniquement droit ou uniquement gauche, hein, c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment un continuum. Parce que si vous lisez le livre du docteur Jill Boyle-Taylor, justement, qui était d'ailleurs neurologue et qui a fait un AVC, qui a perdu pendant le temps de cet AVC l'usage de son cerveau gauche. Quand on est uniquement cerveau droit, c'est complètement pathologique, on ne sait plus du tout fonctionnel. Hein. Donc c'est bien évident que c'est pas noir ou blanc toute cette histoire, et que l'idée justement d'ailleurs c'est d'arriver à l'équilibre. Et je dirais que peut-être les cerveaux gauches auraient à apprendre de nous, dans une certaine vision du monde, et nous on a beaucoup à apprendre d'eux aussi, dans leur vision du monde à eux, pour retrouver plus d'équilibre, plus de vérité, et je dirais aussi plus de paix. Les personnes hypersensibles sont aussi très empathiques, et ça s'explique aussi d'ailleurs par les neurones miroirs. Donc il y aurait plus de neurones miroirs chez les personnes hypersensibles. Donc si vous voulez vous documenter plus, vous trouverez plein d'infos sur internet sur ces neurones miroirs, c'est vraiment, vraiment génial. Mais en tous les cas, c'est la partie du cerveau qui permet à l'être humain
de mimiquer ses semblables et de se développer dans une société et dans des interactions. Donc voilà, comprendre qu'on est différent et que ça n'est pas de notre faute parce qu'on est né comme ça, et puis de cesser de se sentir coupable, de cesser de se sentir seul, parce qu'on est quand même 20%, c'est pas rien, hein. Et c'est surtout pas une pathologie, parce que si c'était une pathologie, il n'y aurait jamais 20%, hein. D'ailleurs, c'est aussi chez les animaux, il y a aussi chez les animaux 20% d'individus hypersensibles, donc c'est quelque chose qui est nécessaire à l'évolution de l'espèce, parce que les individus hypersensibles, justement, perçoivent plutôt aussi des soucis, ont une plus grande facilité de percevoir des signes subtils, et par exemple de détecter des événements qui pourraient survenir, et ça permet à ces individus-là de prévenir les autres. Donc il y a vraiment un rôle. Et je pense que, donc ça c'est pour les animaux plus, hein, peut-être, mais au niveau des humains, je crois que les personnes hypersensibles ont aussi vraiment un rôle au niveau de l'inconscient collectif pour apporter plus d'équilibre dans la vision du monde, et pour peut-être aussi développer certaines valeurs comme la compassion, comme le soin des autres, etc. Le fait de comprendre qu'on est hypersensible, ça permet aussi, je trouve, finalement de se retrouver parmi un groupe d'individus qui nous comprend et qui nous ressemble. Parce que justement, parfois ça arrive que la personne hypersensible, depuis l'école primaire, elle se sente très isolée, très seule et très différente. Et là, l'idée de comprendre comment elle fonctionne, et de comprendre aussi que c'est finalement neurologique, ça lui permet de se retrouver parmi de se retrouver dans un groupe quand même, je dirais. Alors l'idée, c'est de changer un peu sa vision du monde aussi, d'être conscient que y a d'autres personnes qui voient vraiment le monde autrement, qui mettent des priorités ailleurs. Et ça permet déjà d'apaiser pas mal de malentendus. Et puis aussi de rompre avec la souffrance, parce que voilà, pas mal de personnes hypersensibles, je dirais presque quand même malheureusement la majorité, souffrent de cette sensibilité, l'acceptent mal, parce qu'aussi c'est mal vu, hein, dans notre société d'être hypersensible, d'être émotif, etc. On met plutôt en avant l'aspect, je dirais, rationnel, etc. Et puis quand on est trop émotif, en tout cas moi ça a été mon vécu en entreprise, hein, voilà, on a un problème, on est compliqué, on est une victime, enfin, etc., etc. Donc c'est pas évident, vraiment pas évident de s'assumer en tant que personne hypersensible. Et l'idée, c'est de cesser de s'en vouloir, de vouloir être comme tout le monde, et puis de cesser de dire non à ce qui est. Parce que c'est ça aussi, c'est de là que vient la souffrance, hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est hypersensible et qu'on ne veut pas l'être, on ne veut pas ressentir ce qu'on ressent, on ne veut pas la réalité de ce qui est là maintenant, et on refuse aussi d'avoir des besoins peut-être différents des autres, et c'est ça qui crée beaucoup de souffrance en fait. Puis aussi ce grand fantasme de dire mais si seulement j'étais comme tout le monde, voilà, ma vie serait parfaite, je serais heureuse tout le temps et j'aurais plus de souffrance. Alors que c'est faux, enfin c'est certainement pas aussi simple, hein, parce que tous les individus sur cette terre traversent des moments difficiles, ont des épreuves à surmonter, et souvent on se fait une fausse idée sur les personnes neurotypiques, et finalement on en reparlera plus tard, mais la plupart du temps vous ne voulez pas devenir neurotypique, vous voudriez que tout le monde soit hypersensible. Ça c'est un élément qu'il faut bien comprendre. Je dirais aussi que quand on est hypersensible, c'est vrai que on a plus de stress, il y a certaines choses qui sont plus difficiles pour nous parce que voilà, la réponse émotionnelle est plus forte, mais que finalement, en persévérant et en affrontant ses peurs et ses doutes, on arrive aussi très bien à faire les choses comme des personnes hypersensibles. On peut très bien apprendre à se positionner, à s'imposer, à gérer des conflits, même quand on est hypersensible. Donc voilà, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes et d'idéalisme et de fausses pensées qui génèrent de la souffrance. Alors, quelques clés pour développer l'estime de soi et sortir de la souffrance. Alors, je dirais que déjà, c'est de partir du principe que
de penser que tout le monde est gentil, que tout le monde voilà, dit la vérité, que tout le monde est honnête. Ça, je dirais, c'est vraiment une illusion. La plupart des gens sont tout à fait bienveillants, mais ça existe quand même des personnes qui, voilà, et là on n'est pas là pour juger, il y a certainement quelque chose dans l'histoire qui explique ça, mais il n'empêche pas moins que c'est des personnes qui mettent leur réussite ou leurs besoins avant ceux de tous les autres. Il y a des personnes par exemple qui sont manipulatrices, il y a des personnes qui sont extrêmement autoritaires, qui sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent, et ça existe, et je dirais que là, souvent, la réaction d'une personne hypersensible, c'est de se remettre en question, de se dire que c'est de leur faute, qu'elles auraient dû dire ça, faire ça, que si elles font ça, ça va aller mieux, etc. Tout le monde peut changer, l'amour va tout guérir, enfin tout ce genre de pensées-là qui font qu'elles restent là dans une position un peu de victime, de soumise, face à quelqu'un qui profite d'elle, qui se joue d'elle. Donc là, je dirais que sortir de l'idée que tout le monde partage les mêmes valeurs d'altruisme et de compassion, et que tout le monde peut devenir gentil, tout le monde peut enfin voilà, tout ça, il faut un petit peu sortir de ça, et puis quand même, voilà, rester objectif et réaliste sur ce qui est vraiment possible dans la relation, de vérifier que c'est bien à l'équilibre, que quand vous donnez, vous recevez aussi en retour, que voilà, il y a de la cohérence dans ce qui est dit, dans ce qui est fait en face. Et si c'est pas le cas, voilà, c'est pas toujours de la faute d'une seule personne, c'est pas toujours aussi simple, et parfois il est utile de se positionner, de dire non, enfin voilà, d'adapter son comportement, et surtout de réaliser que vous n'êtes pas responsable de tout le temps, quoi, et de sortir de cette survictimisation, de cette position de voilà. Parce qu'après c'est « Oh mon Dieu, mais j'arrive pas à y croire, il m'a menti, il m'a dit ça, il a fait ça. » Ben oui, mais en même temps, il y a des signes depuis un moment déjà qu'on n'écoute pas, et après on s'étonne qu'on se retrouve piégé ou trompé ou trahi. Et voilà, je dirais que parfois, de rester vigilant et pas méfiant, hein, mais de rester à l'écoute de qu'est-ce qui se passe vraiment dans la relation. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que l'autre est sincère, que l'autre partage autant que ce que vous êtes prêt à partager, etc. Ça, c'est vraiment une clé essentielle. Parce que justement, beaucoup de personnes hypersensibles ne savent pas qu'elles sont différentes. Elles croient que tout le monde pense comme elles, qu'elles s'attendent à ce que tout le monde fasse, par exemple, soit honnête, dise réellement ce qu'elles pensent, etc. Et ça, c'est pas du tout le cas. La plupart du temps, les gens disent des choses pour être polis ou parce que c'est bien, parce que c'est parce que c'est de la politesse, mais elles le pensent pas du tout. Donc je dirais que c'est important de rester bien conscient que voilà, certaines personnes sont vraiment prêtes à tout, je dirais. Et puis aussi, je dirais que la personne hypersensible peut être parfois extrêmement exigeante avec elle-même, avec les autres, et parfois un peu dramatisée quand il y a un truc qui va pas. Ah mon Dieu, j'aurais jamais dû dire ça, parce qu'après, ah mon Dieu, c'est sûrement à cause que j'ai fait ça, quelqu'un qui arrive, il a l'air fâché, c'est sûrement de ma faute, j'ai dû dire un truc, enfin voilà. Et la plupart du temps, en tout cas les neurotypiques, eux, ils font beaucoup moins de cas. Hein. Parfois, voilà, des fois on n'est pas toujours au top, et puis ça leur pose pas de soucis. Voilà, on a peut-être dit une fois un truc de travers, mais c'est oublié. Enfin voilà, on pense à autre chose. Et puis nous, on aurait une tendance à ruminer pendant 107 ans des micro-trucs qui se sont passés. Parfois aussi parce que c'est vrai, on n'est pas toujours à l'aise peut-être dans les interactions sociales, où on met trop de vérité, trop d'authentisme et trop de poids sur ce qui est dit, alors que voilà, la plupart du temps, les gens... en tout cas, les neurotypiques, hein, ma foi, s'il y a un petit couac une fois dans de la communication et tout ça, ils font pas vraiment de cas aussi longtemps que nous. Donc, je dirais de sortir un petit peu de fait que voilà, il y a une façon de faire qui est juste, une autre qui est fausse, et puis que du coup, c'est forcément parce que vous avez fait quelque chose de faux, qu'il y a eu un malentendu, et puis que voilà, que l'autre est fâché ou je sais pas quoi, et que c'est grave, et que du coup, voilà, il sera fâché contre vous toute sa vie. Enfin, voilà, de sortir un petit peu de cette idée que tout a tout le temps autant d'importance. Et puis tout simplement que chacun fait de son mieux, y compris
y compris vous-même, et puis que voilà, vous ferez mieux la prochaine fois. Si jamais il y a eu un couac, ben, on s'excuse, et puis voilà, on continue, quoi. Aussi, je dirais, chez les personnes hypersensibles, ils se sentent souvent responsables de tout, et voilà, ça c'est beaucoup trop de poids à porter. Une des clés aussi, je dirais, c'est quand on est hypersensible, voilà, on trouve qu'on a trop d'émotions, trop de ci, qu'on réagit trop fort, et du coup qu'on ne devrait pas. Alors c'est vrai que parfois la réaction, elle est importante, en tout cas plus importante, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime. Par exemple, ça ne veut pas dire parce que vous êtes extrêmement en colère que la colère est fausse. Il faut peut-être moduler la colère, apprendre à gérer cette colère, à la vivre de façon saine, mais pas faire du déni, partir du principe qu'il n'y a pas de raison d'être en colère. Si vous êtes en colère, il y a une bonne raison. Et peut-être pas réagir toujours sur le coup de la colère, ça c'est vrai, c'est pas toujours opportun quand on est envahi par l'émotion, mais de écouter vraiment le message que cette émotion apporte, d'en prendre acte et de commencer à accueillir son ressenti. Voilà, ça limite les résistances émotionnelles, ça limite la souffrance, et ça permet d'avoir une meilleure perception du monde. Parce que autant un cerveau gauche, lui, c'est inné pour lui des interactions sociales, il fonctionne plutôt dans un mode de réflexion intellectuelle, autant nous, notre force, c'est notre intuition et notre sensibilité. Et on doit apprendre à se fier à ça pour sentir ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, ce qui nous fait du bien. Donc je dirais, le plus tôt possible, commencer vraiment à accueillir ces émotions, à comprendre voilà, quel est le message, qu'est-ce qu'elles nous apportent, et puis comment les vivre au mieux pour se sentir aussi pleinement vivant et pleinement heureux. Parce que sinon, quand on fait du déni de soi, à la fin, ce qui arrive toujours, c'est que finalement on est déprimé, on se sent vide, on se sent perdu, et voilà, on a l'impression que la vie, bon, pas la peine d'être vécue, qu'elle n'a pas de sens, ça devient très vite pénible, hein, donc aussi d'éduquer cette voix intérieure qui est souvent qui sabote beaucoup, hein, ah voilà, t'aurais encore pas dû dire ça, voilà, ça y est, t'as à nouveau réagi trop fort, enfin, voilà, chaque fois que cette voix vous dit quelque chose de méchant sur vous-même, dites-vous qu'il y a forcément une autre façon de voir les choses, avec plus de bienveillance et avec plus d'amour pour vous-même. Donc là, je dirais, sa voix intérieure, on l'éduque un petit peu comme on éduquerait un enfant, hein. Non, je sais, c'est comme ça que tu vois les choses, mais souviens-toi, il y a forcément une autre façon de voir ça. Comment est-ce que tu pourrais apporter plus de bienveillance et de compréhension pour toi-même, etc. Vraiment voilà, comme si c'était un personnage qui était là, présent à côté de soi, à qui on pouvait parler. Je dirais qu'une des clés aussi pour vraiment s'accepter en tant que personne hypersensible, c'est de se demander vraiment si vous voudriez renoncer à cette sensibilité, et si oui, qui est-ce que vous seriez? Parce que la plupart du temps, quand vraiment je questionne les personnes hypersensibles en cabinet, parce qu'elles me disent que voilà, que c'est dur, qu'elles voudraient être comme tout le monde, enfin, etc., qu'elles voudraient changer. Et je leur dis, mais est-ce que vous voulez vraiment être insensible? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est pas plutôt que vous voudriez que tout le monde soit aussi sensible que vous? Et que tout le monde ait les mêmes valeurs que vous? Et 100% du temps, la réponse est oui. 100% du temps, la personne tient beaucoup à ses valeurs, voilà, ce monde justement des bisounours, cette envie d'harmonie, cette envie d'être bien, etc. Et en aucun cas, elle ne veut changer ça. Donc en fait, elle dit qu'elle veut être comme tout le monde, mais c'est pas vrai, en fait, elle veut cesser de souffrir, mais en fait, c'est pas en faisant du déni de sa sensibilité qu'on cesse de souffrir. Au contraire, c'est vraiment ce serpent qui se mord la queue. Puis je dirais, voilà, ça aussi j'en ai déjà parlé peut-être plus longuement dans l'autre vidéo, mais souvent les personnes hypersensibles, comme elles ont beaucoup d'émotions, d'anxiété, etc., elles mettent en place un système de contrôle continu, voilà, d'hypervigilance, d'essayer de penser à tous les scénarios, tout ce qui pourrait arriver, pour essayer de réfléchir comment elles pourraient se mettre, etc., etc. Et c'est beaucoup, parfois, d'intellectualisation, voire même un état de dissocié, un sentiment de pas être vraiment dans son corps, qui est d'ailleurs très anxiogène. Et je dirais que là, une des clés, c'est de petit à petit faire ce chemin vers l'apprentissage du lâcher prise, de voilà, de plus en plus faire confiance à la vie pour
accueillir ce qui vient sans forcément... Parce que c'est de toute façon une illusion de penser que parce qu'on réfléchit à tout, voilà, on va agir sur ce qui va éventuellement arriver. D'ailleurs, la loi d'attraction dit exactement l'inverse, donc plus on a peur de quelque chose, plus on va l'attirer. Et puis plus on est inquiet, en train d'essayer de contrôler tout le temps, moins finalement on attire à nous ce qui est vraiment bon pour nous. Donc voilà, je dirais c'est de sortir aussi un petit peu de cette croyance qu'en réfléchissant à tout, en pensant à toutes les options, etc., de tout ce qui pourrait arriver, vous allez pouvoir changer quoi que ce soit. Que je crois vraiment que si les choses doivent arriver, elles arrivent. Si elles ne doivent pas arriver, elles n'arrivent pas. Que, malheureusement, là où on a le seul pouvoir qu'on a réellement, c'est de comment est-ce qu'on se positionne face aux événements qui nous arrivent et comment est-ce qu'on peut de plus en plus penser positif et arriver dans le moment présent et dans l'accueil de tout ça. Il y a une des clés aussi qui est vraiment cruciale, et j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est de vraiment réaliser que c'est important d'apprendre à communiquer entre cerveau gauche et cerveau droit. Je dirais que la force d'un cerveau gauche, c'est quand même l'aspect rationnel et analytique et logique et d'aller un peu à l'essentiel. Et puis, évidemment, le point positif du cerveau droit, c'est la passion, enfin cette émotion, cette créativité. Et je dirais qu'en alliant ces deux aspects-là, on arrive vraiment à l'équilibre, à quelque chose de magnifique. Et aussi une meilleure compétence pour ces cerveaux droits d'arriver à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et d'essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient et de pouvoir prendre un peu du recul. Voilà, parce que je dirais si on est trop cerveau gauche, on n'a pas d'émotion, la vie devient très ennuyeuse, hein, et finalement elle perd un petit peu de son, voilà, quand même de son pep, hein. Les émotions, ça permet vraiment de se sentir vivant. Et par contre, les cerveaux droits, des fois, sont tellement pris dans leurs émotions qu'ils n'arrivent même plus à penser et puis ça devient extrêmement douloureux. Donc voilà, la clé, je crois vraiment que c'est d'apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent, d'apprendre à reprendre un petit peu de distance, à essayer de réfléchir un petit peu. C'est vraiment aussi essayer de s'imaginer comment est-ce que l'autre pense, dans quelle vision du monde est-ce qu'il est, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour lui. Parce que souvent, le cerveau droit, malheureusement, vit des émotions très fortes et a une tendance aussi à prendre un peu personnel et à croire que c'est contre lui, sans réaliser que parfois c'est simplement que l'autre a une autre vision du monde et d'autres priorités. Je parlais par exemple déjà dans la première vidéo de cette anecdote des canapés au saumon. Donc un cerveau droit, s'il arrive dans une fête et qu'il voit qu'il y a des canapés au saumon, qu'il en reste plus beaucoup et qu'il y a beaucoup de monde, il dira « Oh là là, voilà, je peux pas prendre de canapé au saumon parce qu'il en restera plus pour les autres et tout ça. » Donc il va vraiment décider de son comportement en fonction des autres. D'ailleurs souvent en interprétant et en imaginant des choses sur ce que les autres attendent, etc. Surtout souvent pour éviter d'être rejeté ou pour éviter le conflit. Puis un cerveau gauche lui dira « Oh là là, il y a presque plus de canapé au saumon, il faut que je me dépêche d'en prendre avant qu'il n'y en ait plus. » Et voilà, finalement, ces canapés au saumon, ils sont là pour être mangés. Donc, il ne fait pas ça contre les autres. Hein, il ne fait pas ça en disant « Voilà, je fais exprès pour blesser les autres parce que comme ça, ils n'auront plus de canapé au saumon. » Simplement, voilà, deux façons d'être au monde. Et je dirais que pour le cerveau droit, cesser de croire que les actes sont faits contre lui. Parce que souvent, par manque d'estime de lui et de confiance en lui, il va souvent s'imaginer que voilà, l'autre agit ou dit des choses parce que c'est contre lui, parce que voilà, il l'aime pas assez, il n'est pas assez important, etc. Et ça, c'est malheureusement souvent, encore une fois, ce saboteur intérieur qui parle. Et puis, je dirais une des clés aussi, c'est de demander de l'aide. Hein. Quand on s'en sort pas et quand on souffre, plutôt que de mariner dans son jus, je dirais que de demander de l'aide, et c'est nécessaire à un thérapeute. Mais là, encore une fois, je me recommande pour que vous alliez vers une personne qui comprend l'hypersensibilité, qui comprend ce mode-là de fonctionnement. Parce que sinon, ça peut très vite générer énormément de culpabilité, finalement presque de traumatisme supplémentaire quand on n'est pas compris par son thérapeute. Ça peut vraiment être douloureux. Donc une fois qu'on s'accepte en tant que personne hypersensible totalement, on se dit que voilà, on est différent, qu'on pense différemment, qu'on ne peut pas comprendre tout le monde et qu'aussi que tout le monde ne nous comprend pas, mais que voilà, on fait de son mieux et finalement on s'aime comme on est. Parce qu'au fond, à un moment donné, je crois qu'on réalise aussi que finalement on ne voudrait pas être différent, on ne voudrait surtout pas renoncer à sa sensibilité. Encore une fois, la seule chose qu'on veut en général, c'est juste cesser de souffrir. On ne veut pas renoncer à
fait de vivre intensément les émotions, de s'émerveiller devant une pâquerette et toutes ces choses-là. On ne devrait surtout pas renoncer à ça. Donc ça me conduit vers l'étape 3, hein, qui est donc oser être soi. Encore une fois, je le dis, finalement, vous êtes très très fiers d'être différent. Vous voudriez surtout pas être comme tout le monde et puis faire les choses juste parce qu'on est censé les faire comme ça sans réfléchir, etc. Donc je dirais à un moment donné, ben voilà, n'ayons plus peur, assumons vraiment notre rôle aussi d'apporter une pensée originale et différente. Ça crée encore une fois un équilibre et je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer au niveau de l'inconscient collectif pour sortir aussi d'un petit peu de ces carcans, de ce conditionnement et de ce mode de pensée unique, et mondialisation, etc. Et là, à un moment donné, aussi, stop à la discrimination. Hein. En général, quand il s'agit d'une personne, vous arrivez très bien à voir qu'on n'est pas censé juger quelqu'un parce qu'il est plus sensible ou plus émotif. Donc, pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas par vous-même à vraiment cesser de vous juger, cesser de faire de la discrimination vis-à-vis de vous-même et de pleinement, voilà, on dirait que charité commence par soi-même aussi, hein, de vraiment avoir de la bienveillance pour vous-même et de l'amour pour tout ça et commencer à cesser déjà de discriminer les hypersensibles en commençant par vous-même. Et puis là aussi, nous, on a trop tendance à se demander pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi je suis hypersensible, pourquoi je suis pas comme tout le monde. Voilà, à un moment donné, ces questions-là, elles mènent nulle part. Il y a des chiens, il y a des chats, voilà, pourquoi est-ce qu'on est un chien ou chat, bon, bah, on n'a jamais de réponse à cette question de toute façon. Le fait est qu'on a tous, voilà, une beauté, une raison d'être ici, que si on est là, c'est que, voilà, certainement il y a une bonne raison. Et puis de se demander plutôt comment est-ce que je fais pour être heureux avec ça, comment est-ce que je fais pour assumer mes forces et comment est-ce que je fais pour compenser peut-être mes faiblesses. Voilà. Pour moi, j'ai plus d'émotions, c'est plus difficile pour moi certaines situations, mais comment est-ce que je fais pour avancer quand même ? Sans forcément toujours se comparer à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui fait mieux que nous, ça c'est sûr. Mais peut-être plutôt de se laisser inspirer par une personne qui arrive mieux que nous, là où nous, on a de la peine, se demander comment est-ce qu'elle le fait, comment est-ce que nous on pourrait faire un pas de plus vers là où on veut aller pour entrer vraiment dans cette nouvelle vie. Je dirais qu'on peut tout le temps voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À un moment donné, je parle aussi d'éduquer sa voix intérieure. Alors bien sûr, parfois on est pris dans un tourbillon de pensées négatives. Dans ce cas-là, encore une fois, je répète, c'est important de se faire aider pour sortir de là. Et c'est très très difficile de sortir de là tout seul. Donc en général, c'est nécessaire de demander d'aide. Et une fois qu'on est sorti de là, eh bien, on peut commencer à se dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me porte dans la vie et comment est-ce que je fais pour y arriver? Voilà, ça c'est mes faiblesses, ça c'est mes forces. Et comment est-ce que finalement je module avec tout ça? Je veux dire, il y a des gens, ils viennent au monde, ils sont aveugles. Il y a des gens, ils viennent au monde, ils sont sourds. Nous, on a venu au monde, on est hypersensibles. Ben voilà, c'est pas une tare, c'est plutôt, voilà, on peut aussi voir ça comme un cadeau. Et comment est-ce que je fais pour avancer avec tout ça, pour être vraiment heureux et pour assumer le rôle que j'ai sur cette terre? Comment est-ce que je fais pour avoir un impact positif plutôt que de continuer à perpétuer les pensées négatives et la souffrance? Et si j'osais vraiment, ce serait vraiment la renaissance. Je serais enfin moi-même et je chercherais plus à être comme tout le monde, à être mieux, à arriver mieux, faire ci. Non, voilà, je suis comme je suis et partant de là, qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ce monde-là? Qu'est-ce que je peux apporter vraiment aussi à moi-même et aux autres? Et puis en général, ça je voudrais vraiment le dire, c'est très important. Moi j'étais la première à penser que je m'étais trompée, qu'il y avait un moyen de faire juste, mais que je m'étais plantée, j'avais nouveau fait faux. Et pas du tout. En fait, j'ai appris avec le temps et il s'avère que les gens qui ont réussi le savent, hein, c'est chacun de ces échecs qui est vraiment une leçon. Je dis pas que c'est évident de penser comme ça quand on est en plein dans l'échec et la frustration. Surtout quand on a des émotions fortes. C'est vrai que c'est difficile de sortir de là. Mais c'est juste la vie, quoi. On ne peut pas tout réussir tout de suite et on apprend et on fait un petit peu mieux la prochaine fois. Et voilà, on essaye d'être bienveillant encore une fois avec soi-même jusqu'à ce que, voilà, on arrive là où on a envie d'être et qu'on puisse finalement s'accepter comme on est avec des jours meilleurs que d'autres, etc.
Donc encore une fois, je tiens compte de la réalité, je sors de ma coquille, j'ose faire un pas vers cette nouvelle vie. Et je suis vraiment heureux, je crois vraiment que on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il paraît même que les seules personnes à la fin de leur vie qui disent qu'elles ont vraiment été heureuses et qu'elles ont vraiment profité de la vie, c'est les personnes hypersensibles. Pourquoi? Parce que justement, on vit la vie intensément, on a beaucoup d'émotions, et si on peut apprendre à sortir de cette souffrance pour pleinement accueillir la vie telle qu'elle est, alors s'il y a vraiment, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que d'être sensible? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus humain que d'être sensible? Et puis j'ai envie de dire, je pense aussi que parfois, être heureux, c'est cesser de choisir à l'avance ce à quoi notre bonheur devrait ressembler pour accepter ce qui est là et ce qui vient. Et puis, voilà, demandez-vous, si vous vous aimiez vraiment comme vous êtes, qu'est-ce qui changerait? Voilà, comment est-ce que vous vivriez? Qu'est-ce que vous feriez comme travail? Qui seraient les gens autour de vous? Et voilà, si vraiment vous vous autorisez à vous aimer comme vous êtes. Et puis, sincèrement, si vous y réfléchissez, il y a de quoi être fier, d'être différent et d'être sensible. Là, j'ai pris 3 exemples de personnes hypersensibles qui ont eu un impact incroyable sur le monde. Alors, je ne dis pas qu'on est tous censés voilà, faire des choses extraordinaires. Hein. Le but, c'est simplement d'être soi, mais c'est juste pour montrer que voilà, il y a des personnes comme Einstein, il savait certainement qu'il était plus intelligent, il savait certainement qu'il était plus créatif, et il savait certainement que du coup ça faisait de lui quelqu'un de très différent. Mais il a choisi de vivre la vie pleinement, et il a inspiré le monde entier. Pareil pour Mika, il a eu une enfance vraiment extrêmement difficile, il a été rejeté à l'école, et aujourd'hui moi j'adore ce qu'il fait par exemple. Alors voilà, oui, vous pouvez être heureux, oui, vous pouvez sortir de cette souffrance, sortir de cette impasse. Vous avez d'immenses atouts, vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un d'empathique, avec de la sympathie pour les autres, vous êtes créatif, avec une pensée vraiment originale. Vous avez une capacité de vous émerveiller par rapport au monde, une énorme résilience, et bien plus encore. Alors créez votre vie. Voilà, arrêtez d'essayer de vous demander voilà, qu'est-ce qu'ils font les autres, qu'est-ce qui est bien, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire, et osez sortir des sentiers battus pour vraiment entrer pleinement dans cette mission de vie. En résumé, aussi, restez bien à l'équilibre. Ayez conscience que vous avez des besoins différents, ayez conscience que vous avez des émotions, il y a certaines choses que, voilà, pour vous, c'est peut-être trop difficile à gérer, et maintenez aussi une bonne hygiène de vie, parce que en général, une personne hypersensible, quand elle est fatiguée ou quand elle répond pas assez à ses besoins physiques aussi, ça commence à avoir un impact sur son état psychique. Et voilà, j'aimerais encore dire que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par ceux qui sont forts, ni ceux qui sont rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Alors, continuez sur cette voie, même si maintenant, pour l'instant, vous souffrez, même si pour l'instant, vous avez l'impression que cette hypersensibilité, c'est horrible, vous n'en sortirez jamais, vous n'aurez jamais de belle... Voilà. Continuez, persévérez, demandez de l'aide si c'est nécessaire, et puis gardez l'espoir. Voilà, je répète une fois, si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être une bonne idée de regarder la vidéo L'hypersensibilité du fardeau au cadeau sur ma chaîne YouTube. Vous trouvez aussi toutes les vidéos sur l'onglet vidéo de mon site internet. Et puis en résumé, je dirais ça encore. Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, nous n'en sortirons pas vivants. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de renseignements, si vous cherchez peut-être aussi des ouvrages à lire. Et puis, eh bien, j'ai une page Facebook, une page Google, une chaîne YouTube. Alors, voilà, si vous voulez être au courant des conférences ou des articles que je fais paraître sur mon site, etc., surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde, et à très bientôt. Au revoir.